Je fais mes valises et je pars après que ma femme m'a giflé lors de son dîner d'anniversaire, devant nos amis et notre famille. 4 ans plus tard, j'ai été invité dans ma ville natale à une réunion exclusive de millionnaires. À peine l'avion atterri, j'ai reçu une nouvelle choquante concernant ma femme. Je ne me suis pas enfui. Je me suis éteint. J'ai ramassé mes affaires et j'ai disparu après que ma femme m'a giflé en plein dîner d'anniversaire, devant tout le monde. 4 ans plus tard, j'ai été convié à une réunion privée de millionnaires dans ma ville natale. À mon arrivée, une nouvelle bouleversante m'attendait au sujet de ma femme. Vous connaissez cette sensation d'être au bord d'une falaise, persuadé de sauter vers quelque chose de magnifique, mais de réaliser en réalité que vous tombez droit dans votre tombe? C'était moi, le 15 mars, en train de préparer ce que je croyais être la soirée parfaite pour les 36 ans de Delila. J'y travaillais depuis des mois. Pas des semaines, des mois. Chaque détail devait être irréprochable, parce que Delila méritait ce qu'il y avait de mieux. Du moins, c'est ce que je me répétais sans cesse, pendant que je brûlais une somme d'argent qui ruinerait n'importe quelle personne ordinaire. Le lieu, à lui seul, m'a coûté $3000. Mais ce n'était pas n'importe quel endroit, le toit-terrasse du Méridien, avec des baies vitrées du sol au plafond dévoilant toute la ville. On pouvait voir la rivière serpenter au cœur du centre-ville. Les lumières scintillaient comme des diamants dispersés sur un velours noir. C'était le genre de vue qui forçait les conversations à s'interrompre, rien que pour l'admirer. Le vin? Ne m'en parlez pas. J'avais importé des caisses d'un cru français, un château quelque chose, que le sommelier avait juré être transcendant. Chaque bouteille coûtait $400, et j'en avais acheté suffisamment pour que personne ne manque de rien, pour que tout le monde parte le sourire aux lèvres. Je parle de grand vin, pas de cette piquette de supermarché qui a l'air d'avoir été filtrée à travers une vieille chaussette de sport. Et puis il y avait le quatuor à cordes. De vrais musiciens, pas des étudiants jouant pour se payer leur bière du week-end. Ces types avaient déjà joué dans des salles de concert prestigieuses et à des mariages de célébrités que vous reconnaîtriez sans hésiter. Ils s'étaient installés dans un coin, leurs instruments brillant sous les petites lumières que j'avais fait installer spécialement pour cette soirée. Le violoniste faisait chanter son instrument d'une manière qui vous donnait des frissons. Le gâteau, lui, était une œuvre d'art. 3 étages de chocolat belge, recouverts de feuilles d'or comestibles et de fleurs en sucre si réalistes qu'on aurait juré qu'elles venaient d'être cueillies dans un jardin. La pâtissière avait passé des semaines à peaufiner chaque détail, retraçant le parcours de Delila, sa passion pour l'art, ses rêves de voyage. J'avais tout orchestré comme une opération militaire, les invités arriveraient à 19h, dégusteraient des cocktails en admirant le coucher du soleil colorer le ciel. Le quatuor commencerait à jouer au moment exact où la dernière lueur disparaîtrait, créant une atmosphère magique. Ensuite, un dîner préparé par l'un des restaurants les plus chers de la ville, le gâteau, les discours, et, avec un peu de chance, Delila me regardant comme si j'étais l'homme le plus exceptionnel du monde. Mais la vie a ce sens de l'humour cruel, n'est-ce pas? Quand est venu le moment pour Delila de prononcer son discours de remerciement, j'étais là, souriant comme un imbécile, espérant qu'elle évoque tous mes efforts. Elle a remercié sa sœur, Bianca, d'avoir toujours été à ses côtés. Elle a remercié sa mère de l'avoir bien élevée. Elle a remercié ses amis d'égayer sa vie. Elle a même remercié les serveurs pour leur service. Mais moi, l'homme qui avait tout planifié depuis Noël, qui s'était épuisé sur chaque détail, qui avait vidé ses économies pour offrir une nuit de rêve. Rien. Pas même un regard dans ma direction. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Pas à se briser, non, juste à se fendre. Comme un verre qui tombe sans éclater tout de suite, mais qui se couvre de micro-fissures, attendant le prochain choc pour voler en éclats. Tu sais quoi? Dit Delila, sa voix tranchant la musique et les conversations comme une lame. Elle me fixait maintenant, mais pas comme je l'avais espéré. Ses yeux avaient cette lueur froide que je connaissais déjà, celle qu'elle arborait juste avant d'humilier quelqu'un pour ne pas avoir répondu à ses attentes. Toute cette ambiance est étrange, forcée, comme si quelqu'un s'évertuait trop à impressionner au lieu de laisser les choses se dérouler naturellement. Je sentis mon estomac se nouer. Tous les regards se tournaient vers nous, les conversations s'éteignant une à mesure qu'ils comprenaient qu'un drame se préparait. Franchement, poursuivit-elle, désignant toute la décoration que j'avais imaginée avec tant de soin, tout cela transpire le désespoir. On dirait quelqu'un qui a vu trop de films et qui croit pouvoir acheter le parfait roman d'amour. Puis elle s'est avancée vers moi. Ses talons claquaient contre le sol du toit comme un conte à rebours.
J'ai cru qu'elle allait peut-être me chuchoter quelque chose, s'excuser d'avoir été dure, me dire qu'elle était juste stressée. Mais non. Elle a levé la main et m'a giflé si fort que mes oreilles se sont mises à bourdonner. Le son résonna sur la terrasse comme un coup de feu. Et puis vint le rire, pas de tout le monde, mais de suffisamment de personnes pour que je me sente comme si le monde entier pointait du doigt et se moquait de ce type qui avait trop essayé et échoué de façon spectaculaire. Sa sœur, Bianca, affichait un sourire narquois, comme si elle avait attendu ce moment toute la soirée. Sa mère secoua simplement la tête, déçue, comme si j'étais un enfant qui venait de casser quelque chose de précieux. J'aurais pu dire quelque chose, me défendre, rappeler tout ce que j'avais fait, provoquer un scandale aussi. Mais à quoi bon? Là, le visage brûlant et l'orgueil en miettes, j'ai compris une chose que j'aurais dû réaliser bien plus tôt, on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer en lui jetant de l'argent au visage. Et on ne répare certainement pas une relation brisée avec des fêtes luxueuses. Alors, j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai ajusté ma veste, regardé autour de moi tous ces visages qui me fixaient comme si j'étais un clown de cirque, et je suis parti sans dire un mot. Ni à Delilah, ni à personne. J'ai simplement quitté la fête d'anniversaire de ma propre petite amie comme un fantôme qui se dissout dans la nuit. Cette même nuit, alors qu'elle célébrait probablement encore mon humiliation là-haut, j'ai rassemblé tout ce qui comptait dans 2 valises, pris mes disques durs externes avec tous mes fichiers de travail, vidé mon compte épargne et pris la route. Je n'ai laissé aucun mot, passé aucun appel dramatique d'adieu. J'ai simplement disparu de leur vie comme si je n'avais jamais existé. J'ai roulé vers l'ouest jusqu'à l'Oregon, où la pluie tombe comme si elle n'avait rien de mieux à faire, et où personne ne pose trop de questions sur la raison pour laquelle vous arrivez avec tout ce que vous possédez entassé dans le coffre d'une Honda Civic. Le changement de nom n'avait rien d'un film d'espionnage. Damon Cross sonnait bien. Fort, mais pas accent grave-l'œil. Mémorable, sans attirer les soupçons. J'ai atterri dans une petite ville appelée Cedar Falls. 8000 habitants, tout au plus, les bons jours. J'ai trouvé un minuscule appartement au-dessus d'une vieille librairie nommée Frederick's Literary Haven. L'endroit sentait le papier vieilli et le café, avec des planchers en bois qui grinçaient à chaque pas. Frédéric lui-même était un vieux monsieur adorable, il devait avoir 70 ans, avec des cheveux en bataille façon Einstein et des lunettes rafistolées avec du ruban adhésif. Il m'a loué l'étage presque pour rien, 4 cents par mois, charges comprises. Quand je lui ai remis le premier loyer en liquide, il a simplement hoché la tête et dit : « On a tous nos raisons de recommencer à zéro, fiston. Tant que tu n'incendies pas l'endroit et que tu ne mets pas la musique à fond après 22 heures, tout ira bien. » Cet homme ne m'a jamais posé une seule question personnelle pendant tout le temps où j'ai vécu là. Le jour, je prenais n'importe quel boulot disponible. Principalement dans le bâtiment. Des travaux de toiture qui mettaient mon dos en lambeaux et mes mains à vif. De l'électricité qui m'obligeait à ramper dans des greniers transformés en four l'été. Des déménagements, transportant la vie entière des gens d'un endroit à l'autre, en pensant que j'avais fait exactement la même chose avec ma propre vie. Mais le vrai travail commençait le soir, après 10 heures de labeur éreintant, quand mes muscles criaient et que n'importe qui d'autre se serait effondré devant la télé. J'ouvrais mon ordinateur portable et je replongeais dans le monde que j'avais laissé derrière moi, finance, programmation, marketing digital, toutes ces choses que j'avais déjà touchées sans jamais les prendre vraiment au sérieux. J'ai commencé petit, en regardant des vidéos sur YouTube à propos des crypto-monnaies, en lisant tous les blogs financiers que je trouvais. J'ai tout perdu dans un investissement idiot sur une altcoin au 3e mois. J'ai jeté $2000 dans un truc appelé Moondoge, qui a coulé plus vite que ma relation avec Delilah. Je suis tombé dans l'arnaque d'une fausse plateforme de trading qui m'a volé $1500 avant même que je comprenne ce qui se passait. Mais vous savez quoi? Chaque échec m'a appris quelque chose. Chaque erreur m'a rendu plus malin, plus prudent, plus déterminé. La 2e année, je n'étais plus seulement en train d'apprendre. Je commençais à gagner. J'ai entrepris de rénover des maisons, j'achetais des taudis dont personne ne voulait et je les transformais en endroits où les gens avaient vraiment envie de vivre. Rien de luxueux, juste du travail solide qui ajoutait de la valeur. J'achetais une maison pour $30 000, j'investissais 20 000 de plus en matériaux et en sueur, et je la revendais 60 000. Mathématiques simples, profit constant. Le volet crypto a aussi commencé à rapporter, une fois que j'ai arrêté de courir après les plans d'enrichissement rapide et que j'ai commencé à traiter ça comme un véritable investissement. J'ai créé des sociétés écrans pour garder tout en règle et légal. J'ai diversifié mon portefeuille.
J'ai joué sur le long terme au lieu de chercher le coup de chance à chaque fois. La 4e année, j'étais déjà associé caché de 2 sociétés de conseil en ligne. Je ne montrais jamais mon visage, je n'utilisais jamais mon vrai nom, mais c'était moi qui élaborais les stratégies qui transformaient des entreprises en faillite en histoire de réussite. Les sociétés engageaient mes firmes pour redresser leur marketing, optimiser leurs opérations, augmenter leurs profits. Jamais ils n'auraient imaginé que le cerveau derrière tant de retournements de situation n'était qu'un type vivant au-dessus d'une librairie dans l'Oregon. Puis, j'ai reçu une invitation mystérieuse, un papier ivoire de luxe, une calligraphie parfaite. Pas d'expéditeur, pas de timbre, pas de cachet. Monsieur Cross, votre réputation dans certains cercles n'est pas passée inaperçue. Nous avons l'honneur de vous convier à un sommet exclusif des investisseurs émergents mondiaux. Lieu, Grandview Resort, Riverview. Date, 20 mars 22. Quelqu'un savait qui était Damon Cross et m'invitait à revenir dans ma ville natale, précisément le week-end de l'anniversaire de Delilah. À l'aéroport de Riverview, Maxwell Lynn m'attendait. Un type que j'avais rencontré une seule fois, des années auparavant, lors d'un événement de réseautage où Delilah m'avait traîné de force. L'un de ces investisseurs à la voix douce qui bâtissent des fortunes en persuadant les autres de leur confier leur argent. Mais, d'une façon ou d'une autre, il connaissait toutes mes identités. Il me tendit un exemplaire du Riverview Herald avec un titre qui me glaça le sang. Une entrepreneuse locale arrêtée pour une escroquerie de 7,6 millions de dollars auprès d'investisseurs. Et là, sur la photo, Delilah, menottée, escortée par des agents fédéraux. Son maquillage coulait, ses cheveux étaient en désordre, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle dirigeait une société écran appelée Trinity Investment Solutions, aux côtés d'un certain Jeremy Kane. Une arnaque Ponzi classique, soutirer l'argent d'investisseurs en leur promettant des rendements insensés dans une prétendue start-up technologique révolutionnaire, qui n'existait pas. Quand le FBI a frappé à la porte, Delilah a essayé de rejeter toute la faute sur moi. Elle a affirmé que j'étais le véritable cerveau, que j'avais disparu avec 2 millions de dollars. Il recherchait un certain Silleward. Elle essaie de t'incriminer, dit Maxwell. Elle a raconté aux enquêteurs que tu étais l'architecte du plan, que tu l'avais convaincu de créer cette fausse société avant de disparaître quand les choses ont commencé à chauffer. Il me montra ce qui ressemblait à une affiche fédérale de « Recherché », avec mon ancienne photo de permis de conduire en plein milieu. Mais voilà, 4 années de préparation paranoïaque, ça finit par payer quand ton ex devenu folle tente de t'accuser de crimes fédéraux. J'avais passé des années à construire des identités, à créer des traces administratives pour m'innocenter, à conserver des archives méticuleuses de chaque transaction que j'avais effectuée. J'avais des relevés bancaires montrant exactement l'origine de mon argent. Des documents horodatés prouvant que j'étais en Oregon pendant toute la durée de l'arnaque de Delilah. Des associés capables de confirmer mon travail légitime de consultant. 6 heures après avoir lu ce journal, j'avais déjà des avocats dans 3 États différents en train de passer en revue ma documentation. Et ce n'étaient pas des avocats ordinaires, c'étaient des requins qui facturaient alors plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une semaine. Pendant que l'équipe juridique montait ma défense, j'ai contacté la journaliste d'investigation Ray Patel, qui me devait une faveur depuis que je l'avais aidé à publier un article sur des escroqueries en crypto-monnaie visant les personnes âgées. Ray a travaillé 36 heures d'affilée, vérifiant chaque détail et construisant un récit capable de retourner la situation. L'article est paru exactement à 6 heures du matin. Le bâtisseur fantôme, du silence à l'empire. Elle me dépeignait comme un entrepreneur brillant qui s'était reconstruit à partir de rien après avoir été humilié par une petite amie narcissique, pour finalement être attaqué de nouveau quand ses magouilles criminelles s'étaient effondrées. La réaction fut immédiate et écrasante. Les réseaux sociaux se sont enflammés en soutien. Les médias financiers ont repris l'histoire. 3 jours plus tard, les procureurs fédéraux ont publié un communiqué affirmant qu'après examen des nouvelles preuves, ils concluaient que Silleward n'était pas une personne d'intérêt. En réalité, ils enquêtaient sur la manière dont Delilah avait obtenu et utilisé frauduleusement mes informations personnelles. Je suis apparu au Charity Gala du Grandview Resort vêtu d'un costume Armani gris anthracite et d'une Rolex en platine. Franchir ces portes massives en chêne, c'était comme voyager dans le temps, sauf que je n'étais plus l'homme qui avait quitté ce monde 4 ans auparavant. La salle principale était exactement ce que l'on pouvait imaginer, lustre en cristal, sol en marbre, table recouverte de nappes en lin blanc. Il fallut une vingtaine de minutes avant que je la voie. Delilah se tenait près du bar, accaparant l'attention d'un groupe, vêtu d'une robe noire éblouissante.
Mais en y regardant de plus près, on percevait les fissures, le sourire forcé, le léger tremblement de ses mains en levant son verre, ses yeux qui fouillaient la salle sans relâche, comme si elle s'attendait à recevoir de mauvaises nouvelles d'un instant à l'autre. Nos regards se croisèrent à 5 mètres de distance, au milieu de la piste de danse bondée. Le visage de Delilah parcourut 6 émotions différentes, la confusion, la reconnaissance, l'incrédulité, la peur, la colère, et, enfin, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Ce fut alors qu'elle laissa tomber son verre. Le cristal éclatant sur le marbre résonna comme une lame déchirant l'air. Le vin rouge se répandit sur le lin blanc comme du sang sur une scène de crime. J'aurais pu provoquer un scandale. J'aurais pu révéler à tous que l'entrepreneur mystérieux de l'article viral se tenait là, devant eux. Mais non. Je me suis contenté d'incliner la tête. Un petit signe de tête, presque imperceptible. Une reconnaissance du fait que oui, je l'avais vu. Oui, j'étais réellement là. Et oui, tout avait changé. Ce geste disait tout ce qu'il y avait à dire. C'était une question de pouvoir, pas celui bruyant et ostentatoire, mais ce pouvoir silencieux, inébranlable, qui vient du simple fait de savoir que vous avez déjà gagné. 2 jours plus tard, à 23h47, j'ai entendu un coup hésitant à la porte de ma suite au dernier étage. Delilah semblait avoir pleuré pendant des heures, peut-être des jours. Son maquillage était effacé, ses cheveux en désordre, vêtue d'une robe de créateur froissée qui avait probablement servi de pyjama. « Silu » dit-elle. Rien que d'entendre mon vrai nom sur ses lèvres, après tout ce temps, m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. « S'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de te parler. » Je l'ai laissé entrer et lui ai servi un verre d'eau. « Jérémy s'est retourné contre moi, » dit-elle presque dans un souffle. Les procureurs fédéraux lui ont offert un accord s'il témoignait contre moi. Il a accepté. Il a dit que tu étais le maître d'œuvre, que tu l'avais manipulé pour entrer dans l'arnaque. Et puis, elle fit quelque chose qui, 4 ans plus tôt, m'aurait brisé le cœur. Elle tomba à genoux, là, sur la moquette. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai été horrible avec toi cette nuit-là, et je sais que je ne mérite pas ton aide, mais, je t'en prie, Silu, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Les larmes se mirent à couler, de vraies larmes cette fois, pas celles de crocodile qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Je la laissai pleurer 5 bonnes minutes. Je restai simplement là, observant la femme qui, un jour, m'avait fait croire que je ne valais pas l'air que je respirais, désormais réduite à implorer sur le sol de ma chambre d'hôtel. Lorsqu'elle finit par me regarder, je lui dis la vérité. Delilah, je ne suis plus en colère contre toi. Je l'ai été longtemps, mais plus maintenant. Tu sais pourquoi? Parce qu'être en colère contre toi, c'est comme être en colère contre un scorpion parce qu'il pique. C'est simplement ce que tu fais. C'est qui tu es. La différence, c'est que, je m'en fiche désormais. Ni de tes problèmes judiciaires, ni de Jérémy, ni du chaos dans lequel tu t'es encore mise. Tu ne m'as pas seulement perdu cette nuit de gifles. Tu as perdu l'accès à moi. Et ça, tu ne le récupéreras jamais. Au sommet mondial des investissements, j'étais l'orateur principal devant 300 des plus grands investisseurs du pays. Il y a 4 ans, dis-je, j'ai disparu. Pas parce que je voulais me cacher du monde, mais parce que j'avais besoin de découvrir qui j'étais quand personne ne regardait. La plupart d'entre vous connaissent déjà les gros titres. Mais voici ce qu'ils ne disent pas, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous construisez quand il n'y a pas d'applaudissements. L'énergie dans la salle était électrique. Et c'est là que j'ai vraiment compris, la guérison ne vient pas de la vengeance ni de la validation. Elle vient quand vous dépassez le besoin de ces choses. Le succès, ce n'est pas de prouver que vous aviez raison depuis le début. C'est de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les applaudissements furent nourris, mais je me contentai d'incliner la tête et de quitter la scène. Le procès de Delilah dura 3 semaines. Je n'y assistai qu'un seul jour lorsque son avocat tenta un « Aïe Marie », rejetant tout sur moi encore une fois. Le juge Morrison coupa court immédiatement. Monsieur Ward n'est pas jugé ici. Les preuves montrent clairement qu'il n'a eu aucune implication avec Trinity Investment Solutions. Jérémy s'était déjà livré, témoignant qu'elle avait été la véritable instigatrice de tout. Le jury délibéra moins de 6 heures, coupable sur toutes les charges. 6 ans de prison fédérale, plus restitution. 1 an après la sentence,
je fondais le World Center for Resilient Youth à Riverview, un centre ultramoderne pour les jeunes placés et les adolescents marginalisés. Lors de la cérémonie d'inauguration, un garçon dans l'audience leva la main et demanda: « Êtes-vous l'homme qui est revenu plus fort ?» Je souris, vraiment, probablement pour la première fois depuis des années. Je suis l'homme qui a appris à disparaître sans se perdre. Il m'arrive encore de penser à cette nuit-là. Le vin importé, le gâteau sur mesure, les rires après la gifle. Mais ça ne fait plus mal. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une histoire sur celui que j'étais autrefois. Un homme qui croyait avoir besoin de l'approbation des autres pour valoir quelque chose. La gifle sur le toit ne m'a pas défini. Elle m'a révélé. Elle a montré qui je pouvais devenir quand j'arrêtais d'essayer d'être ce que les autres attendaient. Parfois, la meilleure réponse à la trahison n'est pas la vengeance. C'est de disparaître de telle manière qu'ils ne réalisent ce qu'ils ont perdu que lorsqu'il est déjà trop tard pour le récupérer. Si cette histoire vous a captivé, cliquez sur le bouton j'aime et donnez un coup de pouce à la vidéo. Ainsi, vous aiderez la chaîne à toucher encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. C'est drôle, non? Elle pensait pouvoir transformer la vie de ce type en spectacle humiliant, et au final c'est elle qui a fini en vedette principale, derrière les barreaux. Même à Hollywood, on n'écrit pas de retournement pareil.